Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du livre blanc. Merci d'être avec nous pendant cette heure de déjeuner. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie Burenec, directrice des acteurs territoriaux et des relations compagnies d'assurance pour Reliance. En préambule de ce livre blanc, la question que nous nous sommes posée, c'est la suivante: les collectivités sont-elles encore assurables? Confrontées à des résiliations en cours de contrat, des hausses de primes, de franchises ou à l'absence d'offres lors des ouvertures de plis, les élus locaux sont à juste titre très préoccupés. Cette crise touche actuellement le dommage bien, mais avec un agent sur 4 âgé de plus de 55 ans, des arrêts dont la durée et dont le coût augmente fortement depuis 5 ans, les assureurs soumis à des règles prudentielles d'équilibre de chaque contrat se montrent de moins en moins enclins à couvrir l'assurance statutaire. Encore cette année, un assureur non européen, non spécialiste d'ailleurs, enregistré à Malte, se désengage. L'objectif de ce livre blanc est bien de préserver la présence des assureurs spécialistes pour accompagner les collectivités. Pour cela, il est important de partager tous ensemble le constat de cette hausse des absences pour raisons de santé, d'en comprendre les raisons et surtout de proposer des pistes de réflexion afin de proposer à chaque collectivité de pouvoir les prévenir et puis les limiter. Donc, ces réflexions sont issues d'un groupe de travail pour lequel nous souhaitons remercier très chaleureusement les contributeurs. Donc, Emmanuel Abinal, Guillaume Gonon, qui est avec nous aujourd'hui, Laetitia Lude, Benoît Audier, Camilla Pia, Thierry Selamo, Cindy Laborie. Voilà. Et puis de très nombreux témoins qui, vous le savez, dans ce livre, nous ont apporté leur vision. Je remercie aussi les représentants des deux assureurs que sont AXA et CNP. Sébastien Bérézy est avec nous aujourd'hui, qui témoignent dans ce livre. Et puis, merci aux témoins de ce jour, donc Nathalie Bovy, vice-présidente en charge de la médecine préventive au sein du centre de gestion des Côtes d'Armor, Guillaume Gonon, donc directeur du pôle santé au centre de gestion Rhône-Alpes, Sébastien Bérézy, responsable des collectivités locales chez CNP Assurance, et puis Arnaud Bréjon, directeur du marché des centres de gestion chez Reliance. Le programme pour cette heure ensemble, après avoir posé le contexte, on passera en revue les 3 piliers. Donc, le pilotage du contrat groupe par le centre de gestion, les engagements qui peuvent être demandés aux collectivités adhérentes, et enfin le contrat responsable, en détaillant le process d'achat, et puis les franchises notamment. Et puis, on aura un temps de questions-réponses pour répondre à vos interrogations. Tout d'abord, pour démarrer sur le contexte, Arnaud, pourrais-tu nous donner quelques chiffres issus de notre panorama? Alors, le dernier panorama en date, c'est celui de 2023, avec les chiffres arrêtés à 2022. En haut à droite, vous avez le taux d'absentéisme, et on voit qu'en 2022, il se situe à 9,7%, toute nature d'arrêt confondue, à l'exception des arrêts liés à la maternité. Et dans le disque, on voit la part prépondérante de la maladie ordinaire qui est en orange. Quand on ajoute à ce taux d'absentéisme les arrêts maternité, on voit qu'il dépasse les 10%, puisqu'on arrive à 10,2%. Alors, taux d'absentéisme, c'est une notion qui est parfois un peu floue, bien maîtrisée par les centres de gestion, mais quand on doit l'expliquer à un élu, par exemple, on a coutume de dire, pour une collectivité qui emploie 100 agents, un taux d'absentéisme à 10%, ça veut dire que 10 agents sont absents, équivalent temps plein sur l'ensemble de l'année. Et donc, on voit bien l'impact sur la délivrance des missions de service public. Donc ça, c'est la photographie 2022. C'est intéressant aussi de regarder les évolutions. C'est ce que vous avez notamment sur la gauche. Alors, on a un peu deux séquences dans le graphique. On a 2017 et 2021. On voit que 2022 est un peu atypique. 2017-2021, c'est la baisse de la fréquence, donc le nombre d'événements, et la baisse de l'exposition, donc le nombre d'agents en arrêt. Cela dit, en parallèle, on a un phénomène qui est préoccupant, c'est la hausse de la gravité, donc la durée des arrêts. Et donc, c'est cet indicateur, la durée moyenne d'arrêt qui augmente, qui vient tirer le taux d'absentéisme vers le haut.
2022, je disais, c'est une année atypique, hein, parce que souvenez-vous, c'était l'année du variant Omicron, avec des prescriptions médicales nombreuses en maladie ordinaire, voilà, et des arrêts de très courte durée. En bas à droite, on a voulu zoomer sur les arrêts de maladie ordinaire, mais les arrêts les plus longs, pour voir un petit peu comment ils se comportent. Et la ligne orange, ce sont les arrêts de 3 mois à 6 mois. Hein. Donc la durée moyenne de ces arrêts a doublé entre 2017 et 2022. Et puis en vert bleu, ce sont les arrêts de 6 mois à 1 an. Donc la durée moyenne de ces arrêts a presque été multipliée par 3, hein, base 100 en 2017, et on arrive à 271 en 2022. Donc sachez que ça c'est le panorama 2023. Le panorama des risques 2024 sera publié vers le 15 octobre et il sera suivi d'une présentation sous forme de webinaire le 5 novembre. Donc bien évidemment, hein, on vous invite à découvrir la publication et à vous connecter également à ce webinaire. Bon, cela dit, en termes de tendance, hein, pas de révolution, hein, n'attendez pas de chiffres inattendus, hein, puisque le taux d'absentéisme se maintient en 2023 à un niveau élevé, puisqu'on est à 9,6%. Donc ça, c'est la lecture statistique. Hein. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi ces phénomènes interviennent. Phénomène du secteur public, là on est sur la fonction publique territoriale, mais c'est une tendance qu'on retrouve également dans le secteur privé. Hein. Donc sur les phénomènes, pourquoi ces tendances interviennent, bien évidemment, on a le vieillissement de la pyramide des âges. On voit bien la montée de la problématique de la santé mentale dans les collectivités. L'exposition au risque professionnel change aussi. Et puis, voilà, plus sur la maladie, on voit un nouveau rapport au travail et aussi la montée des conflits au travail. Voilà. Autant d'éléments à investiguer pour bien comprendre l'absentéisme. Merci Arnaud. Du fait de ces tendances, le marché pour les collectivités est aujourd'hui en forte tension. Sébastien Bérizy, est-ce que tu peux nous donner quelle est la vision de CNP Assurance, qui est expert depuis plus d'une dizaine d'années dans l'assurance statutaire auprès des collectivités? Quelle est ta vision plus particulièrement en ce qui concerne les contrats groupes d'assurance? Oui, bonjour à tous. Donc en fait les contrats d'assurance donc historiquement sont déficitaires, souvent déficitaires, et cela s'explique en partie par le mécanisme des appels d'offres. En fait, les marchés durent en moyenne 4 ans et le prix de ce marché de 4 ans doit être calculé avec les données du passé. Souvent, on remonte sur, on l'a dit, l'absentéisme étant en augmentation, il y a un décalage qui se crée en fait entre l'absentéisme du passé et le prix à fixer pour les 4 années à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les modalités d'achat font que bien souvent, le marché est attribué au tarif le plus bas. D'autres aspects, la gestion, le pilotage, la prévention et les services sont pas suffisamment, à mon sens, valorisés, différenciants. Pourtant, ce sont ces aspects-là, la prévention, les services, le pilotage, qui font que les collectivités vont être accompagnées dans la maîtrise de leurs risques. Pour CNP Assurance, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, filiale de la Banque Postale, c'est important d'être présent aux côtés des collectivités locales sur ce segment d'activité, mais c'est aussi important d'être à l'équilibre financièrement, ce qui a été difficilement le cas dans le passé. Une des difficultés auxquelles le CNP est confronté, c'est de fixer les bons niveaux de prix pour un marché de 4 ans, alors que l'absentéisme augmente plus vite souvent que les tarifs. Ainsi, il y a une obligation forte à faire évoluer les contrats qui sont déficitaires, alors soit par des hausses de tarifs, mais avec dans un contexte de maîtrise budgétaire important des collectivités, donc c'est pas forcément toujours possible. Et donc après, si c'est pas des hausses de prix, ce sont des aménagements de couverture, que ce soit des allongements de franchise, des créations de franchise ou même des retraits de garanties pour des garanties qui seraient pas forcément indispensables. Merci Sébastien. L'objectif du livre blanc est bien de réfléchir et d'agir. Vous le savez, Reliance est entreprise à mission.
Notre mission est d'agir et d'innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général pour construire un monde de confiance. Et dans ce cadre-là, notre ambition, c'est de faire du contrat d'assurance statutaire un outil de pilotage des absences pour raisons de santé, une incitation à la maîtrise du risque pour permettre la continuité du service public. Nous sommes d'ailleurs persuadés que seule la réflexion collective permet de répondre de manière adaptée à ces véritables défis et d'assurer la pérennité de la protection statutaire qui est nécessaire au service public. Donc, à travers ce livre blanc, on a souhaité analyser les causes, partager les prix et proposer une cartographie des mesures souhaitables. Je vous propose qu'on démarre par le premier pilier qui est axé sur promouvoir la position du centre de gestion en tant que pilote du contrat groupe d'assurance et donneur d'alerte auprès des collectivités. Arnaud, quelles sont les convictions portées par le livre blanc sur ce premier pilier? La première conviction, c'est que l'analyse de la data est une étape préalable au pilotage du contrat groupe par le centre de gestion. En mettant en place un contrat départemental qui rassemble plusieurs centaines de collectivités et plusieurs milliers d'agents, le CDG dispose de données lui permettant d'avoir une connaissance fine de l'absentéisme. Mais je dirais connaissance un peu à deux niveaux. On a d'abord les tendances générales au sein du département qui permettent de déterminer des plans d'action en prévention qui sont parfaitement adaptés aux principaux risques rencontrés par les collectivités, les sensibilisations, les ateliers de travail, etc. Mais cette data, elle permet aussi de détecter chaque collectivité rencontrant des problématiques d'absentéisme pour l'alerter et puis lui proposer un accompagnement spécifique. Sur l'analyse de la data, j'aime bien dire aussi qu'il y a deux dimensions temporelles. Il y a en effet, on a l'habitude de regarder les données rétrospectives, c'est-à-dire l'analyse du passé qui donne les grandes tendances et qui est bien évidemment nécessaire pour les plans d'action en matière de prévention. Mais il ne faut pas oublier les données en temps réel et avoir une intervention au plus proche d'un événement ou au plus proche du déclenchement d'une tendance, c'est important pour être efficace. Donc, c'est aussi l'observation du terrain qui nous montre que le CDG, dans ses priorités de pilotage, il peut zoomer particulièrement sur les collectivités dont les indicateurs d'absentéisme sont supérieurs, se dégradent, sont supérieurs à la période précédente, que ce soit l'année, le semestre, pourquoi pas le mois. C'est intéressant aussi de regarder les collectivités dont les indicateurs d'absentéisme sont supérieurs à la moyenne, soit de la strate d'effectifs, soit d'un groupe de collectivités qui lui ressemblent, exerçant notamment les mêmes missions. Puis c'est vrai qu'on peut aussi se questionner en se disant est-ce que l'absentéisme, c'est le même dans une interco, dans un CCS? Et puis n'oublions pas que en Bretagne et puis sur toute la façade atlantique, on a beaucoup d'EHPAD territoriaux, donc avec des métiers qui sont spécifiques, bien souvent un absentéisme qui est supérieur. Donc voilà, donc ça amène des plans d'action propres. Donc là, je me base sur la data, mais bien évidemment, le centre de gestion, ce qu'il apporte, c'est une connaissance très précise de chaque employeur qui lui permet de mixer une analyse quantitative et une analyse plus qualitative. Vous connaissez le contexte de la collectivité, qui sont les élus, quelles sont déjà les missions qui sont sollicitées par la collectivité auprès du centre de gestion, ses pratiques en matière de prévention. Et dernier point, sur ces 6 derniers mois, on entend un certain nombre de CDG qui disent on voit l'intérêt d'avoir un agent, donc chez nous, au centre de gestion, qui est en charge de piloter le contrat d'assurance et donc qui va avoir du temps pour l'analyse de la donnée, pour coordonner les différentes équipes au sein du CDG et donc démultiplier les capacités de conseil auprès des collectivités. Ainsi, on peut dire que le CDG prend le rôle de donneur d'alerte, Arnaud. Souvent, les DRH des collectivités manquent de temps pour ouvrir le dossier de l'absentéisme. En cas de dérive du risque, le CDG alerte ainsi l'employeur
pour proposer une intervention. Mais cette pratique peut faire l'objet d'un engagement formel. Ainsi, le CDG des Charentes met en place une convention de gestion où il s'engage fortement dans le suivi de l'absentéisme, tout en demandant aux collectivités de s'impliquer davantage. Mais au CDG des Côtes-d'Armor, il y a aussi des pratiques innovantes. Madame Bovy, vice-présidente du centre de gestion, pouvez-vous nous donner votre témoignage à ce sujet ? Oui, alors, bonjour à toutes et tous. Déjà, vous dire qu'effectivement, au CDG des Côtes-d'Armor, on partage votre constat et que depuis plusieurs années, on a mis en place une instance pilotée par le service insertion et maintien dans l'emploi qui est rattachée à la direction de santé au travail avec pour objectif, en fait, avec des objectifs pluriels. C'est à la fois de favoriser, bien sûr, une approche pluridisciplinaire et transversale en favorisant les liens entre les professionnels, les partages d'expériences et une analyse, j'allais dire, pluridisciplinaire de la situation de l'agent concerné pour pouvoir trouver la situation la plus adaptée à ces difficultés et de proposer donc aux employeurs un parcours d'accompagnement qui répond à la situation particulière. Donc, cette instance, elle se réunit une fois par mois. Elle est composée de psychologues du travail, d'ergonomes, d'une assistante sociale, des conseillers en évolution professionnelle et bien entendu de l'équipe de médecine composée des médecins et des infirmiers. La collectivité, donc via une fiche de saisine, souvent sur orientation du médecin du travail, étudie, elle envoie en fait une fiche de saisine. Il y a une visite médicale préalable du médecin de prévention qui accompagne cette fiche de saisine, bien entendu avec l'accord préalable de l'agent. Les situations donc sont recensées et transmises aux membres de l'instance en amont de la réunion. Et lors de cette réunion, en fait, les binômes médecins-infirmiers interviennent, ainsi que l'ensemble des personnes présentes à l'instance pour proposer des pistes d'accompagnement et les dossiers sont pris en charge par des professionnels compétents. Donc, on voit bien là qu'on a les moyens d'une réponse adaptée aux situations individuelles rencontrées et de permettre des pistes d'accompagnement qui sont ensuite transmises à l'employeur. Donc, après la réunion de cette instance, le service prend contact avec l'employeur et il y a plusieurs réunions, à la fois avec l'employeur seul, ensuite avec l'employeur et avec l'agent, et ensuite entre le CDG et l'agent. Bien sûr, le CDG est toujours partie prenante en tant que tiers neutre pour accompagner la collectivité et les agents et proposer des outils innovants pour pouvoir répondre aux situations particulières. Donc, on voit bien, en résumé, un travail en transversalité et en pluridisciplinarité, pour croiser les regards et apporter la réponse la plus adaptée à la situation individuelle de l'agent. Donc là, on est quasi dans du sur-mesure. Et peut-être, s'il me reste quelques minutes, sur les dispositifs innovants qu'on a pu mettre en place, on a un dispositif qui s'appelle Rebondir. Donc, c'est permettre à l'agent de tester un nouveau métier, de confirmer son projet et de monter en compétences pour faciliter sa reconversion. On a un dispositif que l'on a dénommé Tremplin, qui permet aussi la même chose, mais qui est une convention de mise à disposition via notre service de mission temporaire d'un agent qui est en période de reclassement. Et on a aussi un autre dispositif plus récent que l'on a dénommé Passerelle et qui facilite la mobilité d'un agent lorsqu'il est en situation de tension dans sa collectivité. C'est-à-dire que s'il y a une tension avec ses autres collègues, avec les élus, eh bien, on lui permet en fait de s'extraire de sa collectivité, de pouvoir aller dans une autre collectivité. Alors, je vous épargne les techniques très précises, mais enfin, en tout cas, ce sont des dispositifs qu'on a mis en place depuis assez longtemps et qui montrent leur efficacité et qui permettent les reconversions dans des conditions à la fois favorables et pour l'agent, mais aussi pour l'employeur d'origine et pour l'employeur d'accueil. Merci Madame Bovy pour ce témoignage qui est très riche et qui donne plein de pistes, plein d'idées. Avec la participation obligatoire des collectivités à la prévoyance complémentaire de leurs agents au 1er janvier 2025 et la généralisation des conventions de participation proposées par les centres de gestion, il est encore plus important de renforcer le pilotage en accompagnant l'agent du début à la fin de son arrêt de travail, donc de la période de plein traitement à la période de demi-traitement,
en mettant en place des actions facilitant sa reprise, du soutien psychologique, du soutien social. L'objectif étant d'éviter bien évidemment que l'agent soit à demi-traitement et de réduire la durée de son arrêt. Cela permet aussi d'œuvrer à l'équilibre technique des conventions de prévoyance, des contrats d'assurance statutaire, et puis ça permet de maîtriser le coût des conventions de prévoyance pour les agents et des contrats d'assurance statutaire pour les collectivités. Je propose maintenant d'aborder le deuxième pilier, les engagements RH des collectivités. Pour bénéficier du contrat groupe, les collectivités doivent aujourd'hui transmettre un relevé de sinistralité retraçant les arrêts de travail des exercices précédents. Les convictions du groupe de travail est que le contrat groupe doit devenir un outil incitatif pour l'amélioration et l'homogénéisation des pratiques RH. Arnaud, pourrais-tu illustrer cette conviction? Oui, c'est vrai qu'on se dit le centre de gestion propose un contrat aux collectivités bien négocié, voilà, riche d'un certain nombre d'accompagnements. Et donc, du coup, on pourrait demander aux collectivités de s'engager, voilà, pour pouvoir en bénéficier. Donc, tout cela se fait bien évidemment en lien avec les lignes directrices de gestion, hein, et vous l'avez sous les yeux. Hein, on a listé quelques engagements qu'on a organisés selon un peu le triptyque du management des risques. Donc, sur la partie analyser les arrêts, eh bien, le DRH pourrait prendre l'engagement d'analyser tous les arrêts de plus de 30 jours sur une année glissante. Hein. On regarde les arrêts perlés et une fois qu'ils dépassent 30 jours, eh bien, il y a une analyse qui se déclenche. Analyser les arrêts de plus de 30 jours continus. En maladie ordinaire notamment, c'est pas rien déjà d'être absent 30 jours. Donc, ça peut mériter une attention particulière. Et c'est vrai qu'on a aussi ce phénomène d'arrêt fréquent. Hein, quand on analyse avec les centres de gestion les statistiques, on voit certains agents qui sont absents 5 fois, 7 fois, voilà, au cours de l'année glissante. Donc, ça mérite une attention et il faut essayer de comprendre en fait ce que ça révèle de la situation de l'agent ou de son service. Sur la partie de prévention, eh bien, le DRH pourrait s'engager à participer à au moins une sensibilisation chaque année proposée par le centre de gestion. Dans nos échanges avec vous et avec les collectivités, on a aussi identifié la problématique de l'enquête administrative, hein, qui est souvent un simple acte administratif, voilà, à déposer sur la plateforme pour avoir un remboursement. Voilà, et donc, semblerait important de rappeler les enjeux de l'imputabilité, l'importance de la visite du site, voilà, où l'accident est intervenu, le recueil des témoignages et puis bien sûr l'implication des acteurs de la prévention. Et sur le troisième pilier, accompagner les agents en arrêt, sujet qui moi me tient à cœur, hein, c'est lorsqu'un agent est en arrêt, bien souvent la communication avec son employeur s'interrompt. Et moi, je pense qu'il y a certains agents qui seraient ravis d'avoir un échange avec leur employeur pour avoir de la visibilité sur leur parcours, voilà, connaître les étapes administratives, voilà, savoir ce qui se passe dans la vie du service, etc. Bien évidemment, cela doit se faire dans un cadre, on va dire, général de la collectivité, peut-être avec le dialogue social et puis sur une approche à personnaliser en fonction du souhait de chaque agent. Ensuite intervient le moment de la reprise. Hein. C'est vrai que les entretiens de reprise, par exemple, après 2 semaines d'arrêt, peuvent être une bonne pratique, hein, adoptée par les collectivités. Et on a aussi le sujet de la contre-visite médicale, hein, qui est parfois un sujet de discussion, un sujet controversé. Mais notre conviction, c'est qu'il faut déterminer une politique de contre-visite et il faut l'appliquer. Voilà, donc des exemples d'engagement, hein, on peut en imaginer d'autres. Bien évidemment, ils sont à moduler en fonction de la taille de la collectivité. Hein. On ne va pas demander la même chose à une petite collectivité et à une grande. Mais par exemple, ça pourrait être 2 engagements pour les collectivités de moins de 20 agents. Pour la strate du dessus, 20 à 50, 3 engagements. Et puis voilà, pour les employeurs plus structurés avec un DRH, voilà, un vrai dispositif RH, par exemple 5 engagements. Donc l'idée, ce n'est pas de sanctionner les collectivités, hein, voilà, mais c'est aussi de les aider à faire un état des lieux de leur pratique en matière d'absentéisme et pourquoi pas de leur laisser un délai, voilà, pour se mettre on va dire, en conformité avec ces bonnes pratiques. Oui, en quelque sorte, il s'agit d'un contrat d'objectif.
Guillaume Gonon, comment réagissez-vous à ces propositions? Alors, bonjour à tous. Alors nous, effectivement, on vient de renouveler notre contrat d'assurance groupe avec Reliance et CNP, et on avait inscrit dans le cahier des charges cette volonté en fait de responsabiliser les collectivités et au début du contrat de véritablement essayer de créer une convention d'objectifs. On sait très bien qu'en matière de prévention primaire, les collectivités sont en retard. Il y a de nombreuses collectivités qui n'ont même pas les outils fondamentaux que sont le document unique, le PAPRIPACT, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on dispose de tous les outils pour connaître les métiers qui vont être à forte usure professionnelle dans l'avenir. Il y avait eu des études menées notamment par la commission emploi de la NDCDG sur les métiers à forte usure, avec même une prédictibilité, on va dire, des métiers et des durées en bonne santé, on va dire, sur ces métiers-là. Donc en fait, on connaît aujourd'hui les problématiques qui vont être rencontrées en matière d'usure professionnelle. Et malheureusement, les collectivités ne s'emparent pas du sujet, ne développent pas des actions de prévention primaire, que ce soit sur les risques majeurs, que sont les TMS ou les RPS, n'ont pas les outils pour développer ces actions, alors qu'on sait aussi que un point d'absentéisme égale un point de masse salariale, donc c'est pas considéré malheureusement comme un investissement productif, alors que ça devrait l'être. Donc nous, là, ce qu'on va essayer de faire sur ce nouveau contrat qui démarre en 2025, c'est d'avoir une approche d'abord incitative, c'est-à-dire, comme le disait Arnaud Bréjon, de pas être dans une logique de sanction, ce qui peut exister par ailleurs, puisque la CARSAT, avec les employeurs privés, peut imposer, par exemple, des plans d'action type TMS Pro quand il y a des difficultés, quand il y a des constats en fait d'arrêt liés au TMS dans des petites entreprises privées. Et donc nous, la logique n'est pas encore celle-ci, mais plutôt en fait de favoriser les engagements, la traduction des engagements des collectivités par peut-être des bonus, un système de bonus. Leur proposer des actions gratuites, des accompagnements gratuits, des médiations gratuites dans le cadre du contrat. Toutes les annexes au contrat, pour moi, deviennent de plus en plus importantes, au-delà, effectivement, des risques assurés, puisque parfois, le contrat ne reflète pas aussi la situation réelle de l'absentéisme de la collectivité, parce qu'elle ne va pas assurer les risques qui sont trop coûteux. Donc là, c'est aussi essayer d'avoir une action de fond et structurelle qu'on peut repérer, nous aussi, centre de gestion, à travers la collecte des RSU, et d'essayer de vraiment les inciter à travers le contrat et les annexes qui pourraient leur être proposées gratuitement, à s'engager dans des actions, on va dire, à moindre coût, à moindre frais, parce que Arnaud en parle souvent, de dire des quick wins, donc des choses qui peuvent être rapidement mises en place et qui peuvent avoir des résultats rapides. Donc ça, ce serait intéressant d'essayer d'engager ce type de démarche, quitte à être peut-être à l'avenir aussi plus prescriptif, et peut-être majorer les cotisations pour les collectivités qui n'ont pas de DU, pour les collectivités qui n'ont pas de PAPRIPACT ou d'assistant de prévention. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, on sait très bien que la situation va se tendre, et pour garantir une assurabilité des collectivités, à mon avis, on est appelé quand même à aller vers davantage de contrôle, comme ça a pu être le cas. Moi, je prends souvent cet exemple de comparaison avec la politique handicap. Quand il y avait 0 sanction, en fait, il n'y avait pas d'action, en fait. Et puis à partir de 2007, avec la mise en place des sanctions, des sanctions financières sur les non-respects des quotas, la mise en place du FIPHFP, et bien là, on a vu que les choses avaient commencé à bouger et que du coup, il y avait des résultats concrets qui arrivaient, notamment, comme ça a été cité aussi, à travers toutes les conventions avec le FIPHFP que les centres de gestion peuvent conduire, et sur le volet maintien dans l'emploi. Mais on reste dans une approche curative, et c'est dommage, que ce soit la médecine du travail, les instances médicales qu'on gère, les conventions FIPH, on est toujours sur une approche curative en fait des problématiques, et on n'est pas dans l'anticipation et les actions de prévention primaire ou d'accompagnement anticipé aussi des transitions professionnelles
ou les actions ressources humaines en matière de santé publique aussi, et de QVT qui peuvent être très prometteuses. Nous, on l'avait vu lors du dernier colloque qu'on a organisé. Voilà ce que je voulais dire. Donc, introduire des éléments d'objectif petit à petit pour être de plus en plus peut-être un petit peu contrôlant et prescriptif pour garantir l'assurabilité des contrats. Merci Guillaume pour ce témoignage. J'en profite pour dire que vous avez le chat. Hein, si vous voulez poser des questions, on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, utilisez le chat en bas de l'écran. Dans les Côtes-d'Armor, Madame Bovy, vous testez aussi un accompagnement innovant pour une dizaine de collectivités les plus sinistrées. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Effectivement, on est parti d'un constat que l'on partage tous, hein, je crois, d'un absentéisme accru et on s'est focalisé sur le risque accident et maladie professionnelle. On a effectivement identifié par des indicateurs croisés de fréquence, d'exposition et de gravité. Sur les 3 dernières années, on a identifié donc une dizaine de collectivités. Alors, on a bien entendu écarté les EHPAD puisqu'ils font l'objet d'un accompagnement spécifique et puis les EPCI puisqu'ils ont pour la plupart en interne une démarche de prévention et des préventeurs. Donc, on a recensé ces 10 collectivités auxquelles, en fait, on va proposer alors une démarche d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent à la fois se sécuriser dans leurs responsabilités en santé, sécurité au travail, de faire progresser la démarche de prévention des risques professionnels au sein de la collectivité, d'apporter un soutien méthodologique, hein, donc ce n'est pas de faire à leur place, mais de les accompagner de manière à mettre en place des bonnes pratiques de prévention. Et ça aura pour conséquence, on l'espère, de réduire l'accidentologie, par la prévention et par l'accompagnement des agents en arrêt vers une reprise durable. Donc, ça va prendre la forme en fait d'une convention d'objectifs mutualisés, convention tripartite entre la collectivité, le centre de gestion et vous-même, Reliance Le Courtier, pour une durée de 3 ans. Donc, ce dispositif que l'on a dénommé COMPA va démarrer au 1er janvier 2025. Donc, on va bientôt rencontrer les collectivités pour se clôturer le 31 décembre 2027. Alors, tout ça étant dit, comment ça va se concrétiser réellement ? Eh bien, en fait, le CDG va accompagner la collectivité par la mise à disposition d'un conseiller santé-sécurité. Donc pour une démarche autonome de prévention, hein, donc qui va s'appuyer sur un processus bien précis. Donc la collectivité va commencer par s'engager via un comité de pilotage. On va mener une action de sensibilisation à la prévention. On va réaliser avec elle un diagnostic qui va porter sur une visite d'inspection bien sûr, mais aussi sur les pratiques RH, avec un état des lieux de la qualité de vie au travail, des pratiques RH, le document unique bien sûr. Un bilan accident du travail et maladie professionnelle. Vous parliez de tous les outils statistiques notamment qui sont à notre disposition, donc on va s'appuyer dessus. Et puis, on va élaborer avec eux et valider un programme annuel de prévention et puis fixer un calendrier et des échéances. Et puis ensuite, il s'agira de mettre en œuvre ce programme de prévention. Tous les ans, il y aura un bilan qui sera fait au sein du COPIL pour essayer de voir quels sont les impacts sur l'absentéisme. Bien sûr, on n'attend pas des impacts immédiats, mais on se dit que dans le temps, en fait, l'amélioration de la démarche de prévention et l'acculturation à la prévention devraient produire ses effets. Donc, le comité de pilotage annuel, il est constitué de l'autorité territoriale ou de son représentant, de la directrice ou du directeur général des services, des assistants de prévention de la collectivité s'il en existe, mais en tout cas, s'il n'en existe pas, on demandera que soit nommé un référent, et puis un représentant du courtier Reliance, et puis bien entendu, le centre de gestion. Et le COPIL, il s'assurera du bon déroulement de la démarche, et puis il évaluera l'avancement du contrat. Je l'ai dit, donc ça sera sur 3 ans et la collectivité, l'accompagnement sera facturé aux collectivités sur la base d'un forfait global que l'on a essayé d'être au plus juste pour que la collectivité puisse s'engager dans cette démarche. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour ce témoignage et puis pour cette démarche qui est tout à fait innovante. Vous le savez, on fait le lien entre pyramide des âges et les durées des arrêts de travail. Le sujet de l'accompagnement et du vieillissement des agents dans leur emploi
Le sujet de l'usure, le sujet des transitions professionnelles est essentiel. Dans la fonction publique territoriale, qui est la plus vieille des 3 fonctions publiques, entre 2016 et 2022, l'âge moyen de départ à la retraite est passé de 61 ans et 2 mois à 62 ans et 3 mois, soit un rallongement de 13 mois en 4 ans, ce qui est énorme en fait. Et en 2030, l'âge moyen de départ à la retraite est projeté à 63 ans et 4 mois. Donc Guillaume Gonon, que peuvent faire les centres de gestion pour accompagner les employeurs ? C'est un petit peu une synthèse de tout ce qui a été dit, effectivement. Hein. C'est à la fois de pouvoir identifier les causes de l'absentéisme par des diagnostics fins. Alors nous, on va se lancer un petit peu comme le CDG 22 l'évoquait, sur des diagnostics absentéisme très fins, c'est-à-dire qu'on puisse récupérer les données du SIRH pour vraiment comprendre quels sont, à travers bien sûr les critères classiques, hein, que sont l'exposition, la fréquence, la gravité, mais de voir par service, par sexe, par filière, par métier, pour vraiment avoir une vision très fine des problématiques et essayer d'y apporter des solutions. Et puis après, on avait fait des préconisations aussi dans le cadre de la mission Hiriart, dans laquelle on a été auditionné justement sur la mise en place d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle qui serait très utile. Alors avec toutes les, on va dire la situation politique qu'on connaît aujourd'hui, ça a été un petit peu mis en suspens ce dossier-là, mais je pense qu'il faudra rapidement que ça revienne sur le devant de la scène pour aussi offrir des moyens, parce qu'en fait on voit bien que les collectivités aujourd'hui ont de moins en moins de moyens. Rencontre des problématiques budgétaires, des problématiques d'attractivité. Donc, le rôle du centre de gestion va vraiment être effectivement de les accompagner. Et puis, le rôle du gouvernement, ce serait aussi peut-être de permettre que, à travers les actions des centres de gestion, il y ait une partie qui soit financée. Donc, ce soit bien sûr des actions très concrètes, hein, avec des objectifs aussi quantitatifs à réaliser. Avec des évaluations qui peuvent être faites sur l'efficacité des politiques mises en place. Mais ça passe forcément par déjà un diagnostic et puis ensuite des actions qui vont porter sur ce qu'on évoquait, les risques majeurs. Nous, on a lancé des cartographies RPS avec les nouveaux outils de data visualisation avec Power BI pour vraiment, pareil, avoir une analyse très fine en fait sur chaque indicateur des critères de GOLAC et à travers les aspects statutaires, services, etc., pour pouvoir identifier vraiment les problématiques. Et puis après, les TMS aussi, on a des actions, enfin, on n'est pas les seuls, hein, mais avec Kiné France Prévention. Donc, être sur une approche très concrète, sur des fiches d'amélioration des situations à risque. Donc, se rendre dans une crèche, identifier ce qui pose problème, essayer d'avoir une logique aussi 80-20, quoi. Enfin, se dire 20% des problèmes génèrent 80% 20% des situations génèrent 80% des problèmes. Donc, il faut définir des priorités et dire ce qu'il faut mettre en place. Le financement de matériel ergonomique aussi, qui pourrait être, comme c'est fait sur le FIPHFP, sur le matériel de maintien dans l'emploi, là c'est pareil. Au niveau des EPI, il y a des entreprises qui développent du matériel très ergonomique, très utile pour les métiers exposés, que ce soit les ATSEM, les espaces verts, l'entretien. Et donc sur ce volet TMS, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être des centrales d'achat à mettre en place. Enfin, voilà. Donc je pense que les idées en fait ne manquent pas dans les centres de gestion. Après, il peut y avoir une problématique de moyens qui pourrait être déployés et dévolus à ce champ-là. Sur l'action de prévention primaire. Vous évoquiez les transitions professionnelles. Les centres de gestion ont aussi un rôle très important sur l'accompagnement des parcours professionnels, l'accompagnement à la mobilité. Donc, développer des bilans de compétences, des bilans mi-carrière, élaborer des trajectoires professionnelles. Voilà, financer des formations de reconversion. Mais là, on reste encore une fois dans le curatif. Et puis vraiment accompagner les actions aussi ressources humaines en matière de QVCT, en matière de santé publique. Moi, je cite souvent l'exemple de la métropole de Grenoble qu'on avait reçu et qui a fait passer son taux d'absentéisme de 13% à 7% en quelques années, à travers aussi des diagnostics de santé. En fait, on se rend compte que le centre de gestion a aussi ce rôle-là à travers notamment
la médecine du travail. On sait que beaucoup d'agents n'ont pas forcément accès, peuvent être dans des déserts médicaux, et la médecine du travail va de plus en plus avoir un rôle de convergence avec la santé publique. Donc, on voit bien que le centre de gestion, à travers les professionnels et les missions qu'il déploie, est vraiment au cœur de toutes ces solutions pour combattre l'usure professionnelle et pour le bien vieillir au travail, on va dire. Hein. Les diagnostics sont souvent connus. Maintenant, il faut les mettre en œuvre, se mettre, on va dire, en ordre de marche pour définir aussi les priorités, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et puis, peut-être être aidé aussi un petit peu par le gouvernement sur la mise en place d'un fonds d'usure qui soit peut-être plus efficace que le FNP, qui aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est une difficulté à mobiliser les fonds dans ce cadre-là. Et donc aussi assouplir la mobilisation des fonds gouvernementaux pour que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus concret sur des actions qui ont réellement une portée dans ce champ de l'usure professionnelle. Voilà. Merci Guillaume pour ce partage de bonnes pratiques et puis aussi de réflexion. Je vous propose qu'on passe maintenant au pilier 3 du livre blanc, hein, qui concerne la passation des marchés et puis aussi le contrat responsable. Arnaud, que signifie mutualisation pour un contrat d'assurance? Et puis quel en est l'intérêt? Le contrat groupe départemental est une formule, on va dire, solidaire qui protège les intérêts des collectivités. Hein. Voilà, c'est un lot unique qui facilite le pilotage du contrat avec un seul opérateur. Le fait d'avoir un seul partenaire permet au CDG d'avoir une vision globale de l'absentéisme des collectivités du département pour ensuite déployer des plans d'action en management des risques qui soient efficaces. Ça donne une puissance de frappe pour accompagner les collectivités. Et puis, c'est aussi la garantie d'une unicité d'offres auprès des collectivités adhérentes, que ce soit en matière de gestion, de services, de pilotage, de prévention. Aujourd'hui, la majorité des CDG composent leur marché en un lot unique. Quelques expérimentations ont consisté à allotir les contrats, c'est-à-dire un lot égale une collectivité égale un attributaire, hein, bien souvent le moins 10 ans. Voilà, et à mon avis, cette pratique va à l'encontre de l'esprit de solidarité départementale qui est vraiment l'ADN du centre de gestion. Hein. Et il y a un certain nombre de risques. Hein. Certains assureurs ne répondent plus aux collectivités trop sinistrées. Et donc, ça pourrait mettre le CDG dans la position de ne pas avoir d'offres à présenter à la collectivité. La mutualisation, c'est l'essence même des contrats groupes. Et en supprimant cette possibilité mutualisée, on fragilise la pérennité financière pour les collectivités. Voilà. Et puis, l'exécution du marché et le pilotage du contrat est rendu plus difficile, je pourrais même dire impossible. Au-delà de la mutualisation, il y a aussi le process de passation des marchés. Donc, par exemple, au CDG des Côtes d'Armor, Madame Bovy, vous avez privilégié le marché négocié et puis vous avez rencontré les candidats lors d'une audition. Est-ce que vous pouvez nous dire quels avantages vous y avez trouvés? Oui, tout à fait. Eh bien, oui, effectivement, notre contrat groupe a pris effet au 1er janvier 2024 pour une durée de 4 ans. Juste pour un petit éclairage, donc on est bien sur un lot unique avec une tranche ferme qui a été constituée des collectivités employant jusqu'à 40 agents CNRACL et 51 tranches optionnelles. On est effectivement parti sur un marché négocié qui nous a permis effectivement d'auditionner les candidats. Pour nous, l'intérêt, il était multiple. Hein. Il était à la fois de défendre l'intérêt des collectivités et surtout de mettre en avant les particularités de chacune d'entre elles, hein, pour vraiment être au plus juste et aussi faire comprendre à l'assureur la situation dans laquelle en fait on pouvait se trouver, puisque on partage le constat tous d'un absentéisme accru, mais en fait on a chacun nos particularités. Donc ça nous paraissait important d'avoir cet échange. On a aussi, donc on est CDG gérant.
Donc, pour nous, c'était aussi d'expliquer l'intérêt et l'importance de rester CDG gestionnaire et de pouvoir partager avec l'assureur et le courtier nos pratiques de gestion et la souplesse qu'on souhaitait conserver dans l'intérêt, encore une fois, des collectivités pour éviter une forme de lourdeur. Donc, ça nous permettait aussi cet échange et de s'accorder ensemble sur ces différents points. Et puis, ça nous a permis aussi d'avoir un échange par rapport aux accompagnements en prévention pour les collectivités que l'assureur et le courtier pouvaient apporter et de pouvoir échanger ensemble sur les innovations également que l'on souhaitait, en partenariat encore une fois avec vous, mettre en place et vous proposer, bien conscient qu'effectivement, on devait pouvoir essayer de progresser tous ensemble, à la fois dans l'intérêt des collectivités, mais bien sûr dans celui de l'assureur. Donc, je crois qu'on a des intérêts partagés. Du coup, voilà, ça nous a permis vraiment de pouvoir mettre tout ça à plat lors des auditions et de pouvoir trouver ensemble les moyens de s'engager dans la lutte contre la sinistralité. Je ne sais pas si vous souhaitez rentrer un peu plus dans les détails, mais voilà, je pense que l'essentiel était là. On verra si on a des questions sur ce thème-là dans le chat à la fin. Mais on voit bien effectivement la difficulté pour l'acheteur public de différencier les offres. Les notations sont souvent relativement proches entre les candidats. Et donc, parfois, la différence se fait sur le prix, qui est le critère décisif. Mais ce critère prix, ça permet aussi à des assureurs qui seraient très moins-disants. Je pense à des assureurs comme on en a vu récemment, qui sont installés à Malte, aux Bermudes, de pénétrer aisément ce marché. Et on le voit, ils restent là 3-4 ans et puis après, ils résilient et ils s'en vont. Or, les frais médicaux, ils sont dus à titre viager. Donc, il y a vraiment sur ce marché-là besoin d'une constance. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'acheteur est responsable de vérifier les engagements des candidats? Parce que écrire quelque chose, c'est relativement simple. Être capable de le mettre en œuvre, c'est encore autre chose. Arnaud, tu peux nous donner ta réflexion sur ce sujet? Oui, alors il suffit de regarder ce que le juge a été amené à conclure dans un certain nombre de cas. Je pense particulièrement à l'arrêt du tribunal administratif de Bastia qui date du 4 août 2015, qui concerne la société des autocars Roger Secaldi. Donc je vous cite ce que le juge a écrit. Le pouvoir adjudicateur ne saurait s'en tenir aux seules déclarations de l'attributaire. Il lui appartient de veiller à ce que son choix soit fondé sur des critères et sous-critères dont il est en mesure de vérifier la matérialité et d'en assurer le respect. Donc le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'exiger des candidats des justificatifs permettant d'attester la réalité de l'information donnée. Cette obligation, elle est aussi rappelée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie. C'est la fiche technique de 2019 sur l'examen des offres. Donc, il incombe à l'acheteur d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats lorsque, pour fixer un critère d'attribution du marché, il prévoit que la valeur des offres soit examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée. Donc, on voit bien la responsabilité de l'acheteur qui ne doit pas s'en tenir aux déclarations et aux promesses, notamment dans les mémoires techniques. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de CDG qui se font assister par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, dont le rôle est de s'assurer de la légalité de la procédure et aussi de faciliter le travail du CDG dans le cadre de l'analyse des offres. Mais cela dit, on voit bien, c'est seul le centre de gestion qui est redevable du choix du partenaire vis-à-vis des collectivités et il doit pour cela s'investir dans le processus d'achat pour garantir la meilleure prestation globale aux collectivités mandantes. Oui, c'est vraiment le centre de gestion qui détermine son besoin et qui met les critères sur ses besoins. On a vu se développer ces dernières années des contrats responsables avec des franchises. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, la franchise, elle a de l'intérêt parce qu'elle continue à protéger l'employeur par rapport à ces risques, tout en lui permettant de bénéficier d'accompagnement
Voilà, et donc ça permet de situer, on va dire, l'intervention de l'assurance au bon niveau. Et d'une certaine manière, on peut se dire que le fait qu'il y ait un reste à charge plus important sur le budget de la collectivité peut être de nature à l'inciter à accentuer ses actions de lutte contre l'absentéisme. Donc en termes de franchise, on a une caisse à outils qui est bien remplie, hein. On peut se dire par exemple qu'on on met la même franchise sur l'ensemble des risques, hein, se disant que la politique de remplacement, elle n'est pas forcément dépendante du type d'arrêt, hein, mais c'est plutôt le métier exercé par les agents. Donc, par exemple, 20 jours sur l'ensemble des risques, notamment maladie et CITIS. On a vu arriver ces dernières années des franchises en pourcentage d'IJ. Voilà. Par exemple, 20%, une franchise de 20%. Ça veut donc dire que le gestionnaire du courtier, quand il reçoit le bulletin de paie de l'agent en arrêt, il fait un abattement de 20%, et donc l'indemnisation qui va vers la collectivité représente 80% de ce que coûte l'agent qui est en arrêt. Donc là, tout à l'heure, je citais une franchise de 20 jours en maladie et en CITIS, mais c'est vrai qu'on voit aussi apparaître des franchises un peu plus longues, hein, bien souvent 30 ou 60 jours, donc c'est à réfléchir. Et alors, je ne réponds pas tout à fait à ta question sur la franchise, mais on entend, notamment sous l'inspiration de certains contrats de prévoyance, que en fait, le contrat, il peut, dès le début, acter une augmentation de X%, une augmentation annuelle de X%, afin finalement d'adapter progressivement le prix à l'évolution du risque. Voilà. Donc, plutôt une augmentation annuelle que de se dire, en milieu de contrat, on va avoir une grosse rupture avec des augmentations de tarifs qui sont fortes, quoi. On se dit des augmentations modérées mais fréquentes sont peut-être plus de nature à préserver le budget des collectivités. Et il y a un dernier point aussi sur lequel je voulais revenir, hein, c'est que bien souvent, le contrat groupe, il est construit sur une tranche dite petit marché, hein, les collectivités jusqu'à 20, 30, 40 agents. Et c'est vrai que c'est un contrat qui est ouvert, hein. N'importe quelle collectivité peut dire frapper à la porte du petit marché tout au long des 4 années du contrat. Bien souvent, c'est 4 ans. Et on pourrait avoir une logique qui est, cet assureur, s'il n'est pas arrivé dans le contrat au premier jour, c'est parce qu'en fait, il était assuré par ailleurs. À un moment donné, il va être résilié par son assureur en individuel et donc il se réfugie dans le contrat groupe. Et du coup, c'est peut-être une collectivité où on pourrait dire, on étudie ces statistiques avant de l'intégrer aux conditions standards. Une piste de réflexion. C'est effectivement des pistes de bonne pratique. À l'inverse, on va interroger Sébastien en tant que représentant des assureurs. Dans votre profession, quelles sont les réticences, voire les interdits de souscription? Qu'est-ce qu'il ne faut pas demander, en fait? En fait, dans les cahiers des charges, je dirais que ce qui crée de la réticence vis-à-vis des assureurs, donc j'ai 5 types de demandes classiques en tête. Sur des risques comme la maladie ordinaire, on l'a vu en début de présentation, c'est là que se trouve la majeure partie de l'absentéisme. C'est des contrats c'est des cahiers des charges qui nous demandent des franchises très courtes, voire des franchises nulles. Donc des prises en charge sans franchise. Donc ça, concrètement, c'est des contrats qui créent de la réticence chez nous, parce qu'on sait que ça génère beaucoup de déséquilibre. Et puis ensuite, derrière, il n'y a pas forcément, une fois les prestations payées, de remplacement des agents. Donc c'est pas forcément utile de couvrir au premier jour la maladie ordinaire. Ensuite, ça peut être des délais de déclaration longs des absences. Délai de déclaration long égale, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe en termes d'absentéisme dans une collectivité. Donc ça handicape l'assureur en vue de réaliser un pilotage fin, d'apprécier le coût total de l'arrêt. Et donc, qui dit incertitude, dit prudence. Donc voilà, au final, ça pénalise les réponses de l'assureur. Même pour la collectivité, ces délais de déclaration longs s'avère néfaste, puisque plus l'événement est déclaré précocement, plus il peut générer une prise en charge de services, le management des risques étant plus efficace et possible, plus l'arrêt est connu tôt. Pour ces raisons, un délai de déclaration de 90 jours maximum semble confortable. Ensuite, une troisième demande qui revient de façon récurrente, c'est des garanties de taux supérieures à 2 ans.
Alors parfois c'est 3 ans, parfois c'est 4 ans. On est actuellement dans un contexte où l'absentéisme augmente sur les 4 années de marché. Donc effectivement, bloquer les taux d'ores et déjà au début du contrat sur 3-4 ans, ça semble compliqué. L'idéal, c'est de réaliser des évolutions régulières des équilibres, que ce soit en tarifs, que ce soit en évolution de franchise, en vue d'éviter les à-coups importants pour les collectivités. Parce qu'il n'y a pas de miracle. En face d'un absentéisme, la solution d'assurance, c'est une couverture équilibrée. Donc, c'est soit plus cher, soit moins assuré. Et donc là, le conseil est important pour s'assurer pour un budget donné et de façon la plus intelligente possible. Ensuite, il y a un autre critère, c'est des contrats groupes allotis. L'idée de l'assurance, c'est de gommer les effets d'aléas, et du coup le fait de réaliser de segmenter les marchés, de faire des lots tout petits, tout de suite ça crée des pics de sinistralité et donc des pics de tarifs forcément. Donc la mutualisation est importante en l'opposant donc à l'allotissement, puisqu'on assure des garanties aléatoires. Et enfin, ça peut être aussi des clauses d'encadrement tarifaire qui sont trop restrictives. En fait, ces clauses d'encadrement donc plafonnent les hausses possibles en cours de marché. Donc le candidat assureur va proposer, donc va être incité à proposer, pour avoir la meilleure note possible, des hausses les plus modérées. Et donc cela peut s'avérer trop contraignant en fonction du prix de départ qui a été retenu. Si le prix de départ a été mal estimé, ça peut créer un déséquilibre fort, intenable sur les 4 années de marché. Je donne un exemple. Parfois, on nous demande ça peut sembler fort, mais de plafonner les hausses à 30%, mais pour des contrats qui sont peut-être déséquilibrés de 200%, donc ça crée des conditions intenables. Pour la collectivité aussi, l'objectif, ce n'est pas de lui vendre du rêve, en fait, c'est juste de lui proposer une solution équilibrée par rapport à son profil, et surtout de lui permettre de maîtriser son budget sur le marché. Dans l'intérêt de l'ensemble du contrat. On arrive à la fin de notre webinaire. Il n'y avait pas de questions dans le chat, donc j'imagine que voilà, il est toujours temps et puis on pourra vous répondre individuellement si les questions arrivent après ce webinaire. On peut conclure pour respecter votre timing et l'heure que vous nous avez consacrée, et je vous en remercie encore. Pour conclure, on peut dire qu'il paraît indispensable d'avoir plusieurs axes d'action afin de redonner confiance aux assureurs. Tout d'abord, intégrer profondément la culture du risque dans le fonctionnement des collectivités. Les centres de gestion les accompagnent pour cela. Définir précisément les besoins de chaque collectivité. Une collectivité qui a moins de 20 agents n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes besoins d'ailleurs d'accompagnement qu'une collectivité qui a plus de 50 agents, afin de bien caler et définir le risque que peut prendre la collectivité et celui sur lequel l'assureur l'accompagne. Revisiter aussi les procédures de passation du marché pour mutualiser les risques, centrer les demandes sur les réels besoins, exiger des outils de pilotage et de maîtrise du risque. Voilà. Et puis, on pourrait aussi parler, sans attendre l'obligation du 21 août 2026, d'intégrer des critères de la loi climat et résilience dans les appels d'offres. Et d'ailleurs, le centre de gestion de l'Ille-et-Vilaine l'a fait déjà dès l'année dernière, je crois. Voilà, vous le voyez, la démarche d'acheter un contrat d'assurance statutaire visant uniquement le remboursement des absences est largement dépassée. Aujourd'hui, il s'agit de choisir en responsabilité un partenaire apportant des outils de pilotage, de prévention, de maîtrise du risque, avec, in fine, le remboursement des absences pour raisons de santé, ça dans l'intérêt des collectivités et puis dans l'intérêt d'accompagner aussi les agents. Voilà, un grand merci à tous, à tous ceux qui ont animé ce séminaire et puis à tous ceux qui l'ont écouté ou aujourd'hui en direct ou qui l'écouteront en replay ultérieurement. Voilà, et puis pour ceux qui n'avaient pas encore fait la lecture du livre blanc, il est à votre disposition. Et merci à tous et puis à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.